Et bonjour à tous, c'est Karine et on se retrouve pour parler de ma vision de mon hobby, le jeu de société. Mais avant, c'est aussi l'occasion de vous parler brièvement de mon parcours, alors c'est parti. Comme beaucoup d'entre nous, le Monopoly, la Bonne Paye, le Uno et j'en passe ont fait partie des jeux de société de mon enfance. Mais encore fallait-il trouver d'autres joueurs et c'est la raison pour laquelle je me suis notamment tournée vers les jeux vidéo. Mais le temps est passé, je me suis petit à petit lassée des jeux vidéo, au point qu'aujourd'hui je n'y joue quasiment plus, mais vraiment, c'est très très rare que je joue à un jeu vidéo. Et c'est en regardant au final la chaîne de Mayars, qui avait fait notamment tous les scénarios de Aventures, peut-être que vous avez suivi à l'époque. Je regardais ses streams, et il était en train de peindre des figurines de Zombicide. Et du coup j'ai regardé un peu plus ce que c'était Zombicide, parce que je trouvais que ça avait l'air sympa de peindre des figurines. Et c'est là où j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, il y avait des jeux de société modernes. Et ça, déjà, ça date de 2016-2017, je pense. Et j'ai acheté Zombicide Black Plague, donc qui est quand même un jeu assez coûteux pour un premier jeu. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est une très belle découverte. Je l'ai toujours aujourd'hui. Alors, la boîte a un peu souffert avec le temps. Mais j'en suis très contente de ce jeu. Et le côté un peu rigolo de ça, c'est que j'ai toujours pas peint les figurines. Alors qu'à la base, j'avais pris le jeu notamment pour ça. Un jour, je me lancerai. La Zombicide, c'est vraiment le premier gros achat que j'ai fait en jeu de société. J'ai beaucoup aimé y jouer, mais encore une fois, le manque de joueurs autour de la table, ça me permettait pas vraiment de beaucoup y jouer. Donc j'ai regardé un peu les jeux qui étaient recommandés en solo, et je me suis décidée à acheter Horror Arkham, le JCE. L'univers me plaisait bien, c'était bien noté, pourquoi pas. Mais là c'était un peu le drame, je comprends pas les règles, je galère à y jouer. J'essaie plusieurs fois quand même, parce que bon, j'ai pas acheté un jeu pour rien, puis j'ai envie de l'aimer ce jeu. Mais au bout d'un moment, je finis par l'abandonner, parce que trop dur, j'ai envie de m'amuser, pas me prendre la tête. Finalement, un peu en parallèle, on commence à jouer avec les cartes Magic, qui d'ailleurs me plairont davantage. Ils seront plus à mon niveau. Et je jouerai notamment avec ma sœur Aurélie, qui participe aussi à la chaîne. C'est la deuxième personne de la chaîne. Et également son conjoint. Donc on y jouait en amical entre nous, et puis on est également allé dans des boutiques pour faire des tournois, mais c'était pas des compétitions, c'était des tournois amicaux, très, très sympa, une superbe ambiance, ça nous a tous beaucoup plu. Puis avec le temps, on a commencé à quand même y mettre pas mal d'argent, et au bout d'un moment, j'ai fini par me dire stop, j'ai plus de 200 € dans des cartes carton, si je savais à l'époque. Et ça, voilà, je commençais déjà un peu à freiner mes achats parce que ça va très vite, l'achat de booster. On est passé aux cartes à l'unité, bref, je vais pas aller non plus trop là-dedans, mais je trouve que c'est intéressant aussi de pourquoi on ne propose pas vraiment de jeux de cartes à collectionner sur la chaîne. Pour moi, c'est un peu, on n'est pas loin quand même du jeu d'argent, où on va acheter des boosters pour le plaisir d'ouvrir des boosters, et en espérant avoir une très bonne carte derrière qui peut être très très forte et aussi valoir un certain prix. Donc je suis pas à l'aise du tout pour promouvoir ce type de jeu-là, donc vous n'en verrez probablement jamais sur la chaîne, ou si je le fais, ça va vraiment être sur un point particulier, peut-être pour Magic, parce que c'est le seul que je trouve aujourd'hui vraiment intéressant. Et encore, vraiment, je mettrai des disclaimers de partout parce que je suis pas à l'aise avec le fait de présenter ça. Donc voilà, je ferme la parenthèse Magic et je reprends mon parcours. Donc c'est probablement un peu à ce moment-là aussi qu'on commence à jouer à des jeux de société, alors à des jeux assez, au final, classiques, assez grand public. Et autour de, il me semble que c'était Noël 2020, on s'est décidé, comme ça, on jouait autour d'une table avec Aurélie, puis on s'est dit, mais si on partageait nos découvertes aux gens sur Internet. Et du coup, on s'est lancé sur Instagram. Alors, ni l'une ni l'autre n'avions touché à Instagram. Mais je me suis dit, tiens, ce serait le meilleur réseau social pour partager des photos, c'est l'idéal, quoi. Donc voilà, on a commencé, début 2021, Instagram. On découvre rapidement qu'il y a une très forte communauté et qu'elle est très bienveillante, très sympathique, nickel. Ça nous encourage sur la voie à fond. Et on commence vraiment aussi à découvrir l'univers ludique qui va au-delà des petits jeux qu'on jouait. Parce qu'au départ, on a quand même parlé du Monopoly. Aujourd'hui, ça me fait très bizarre de dire ça, mais oui, le premier jeu qu'on a présenté, c'était Blanc-Manche et Coco. Aujourd'hui, on en est très loin, ça fait partie de notre parcours, mais ça fait vraiment bizarre d'avoir quelque part cette historique-là. Donc c'est rigolo. Voilà. Peu de temps après, Aurélie nous lance sur YouTube.
qui deviendra au final notre canal de partage favori. Vous êtes dessus. Et qui nous conduira à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc beaucoup de parties solo, également quelques vidéos un peu hors série, comme on les appelle. Et voilà, simplement à partager nos avis, nos découvertes, comme on avait prévu au départ. En résumé, cela fait plus de 4 ans que je joue très fréquemment à des jeux de société. Aujourd'hui, je joue plutôt à des jeux qu'on va dire avancés, entre guillemets. Mais voilà, je cherche des jeux un peu plus stratégiques, avec une certaine difficulté qui va vraiment me mettre à l'épreuve, et où le but, ça va vraiment être de réessayer sans cesse, essayer différentes stratégies pour pouvoir gagner. Alors si je gagne jamais, ça va pas me plaire non plus, mais voilà, il faut qu'il y ait quand même de la difficulté derrière. Je joue principalement à 2 avec Aurélie, et aussi beaucoup en solo. Comme la plupart des joueurs, on joue des fois aussi avec d'autres personnes, mais à des jeux un peu plus faciles d'accès, et souvent quand même des jeux un peu d'ambiance, d'apéro, parce que globalement, ce sont les jeux limites de beaucoup de gens en termes d'implication dans le jeu de société. Ma mécanique préférée, c'est le deck building, c'est-à-dire qu'on a, pour ceux qui ne connaissent pas, un paquet de cartes qu'on va améliorer en cours de partie, ainsi que les variantes, donc ce qu'on appelle engine building, bike building. J'inclus même la carte crafting comme Mystic Veil, qui a un concept encore un peu différent, mais on est un peu dans le même esprit d'amélioration de deck. Mes jeux préférés, on va trouver du Spirit Island, du For Glory, du Final Girl et du Paper Tales. Des jeux qui ont des difficultés très variables, des mécaniques différentes, mais qui montrent aussi un parcours et qui me permet d'enchaîner avec le premier point. Ne vous forcez pas à jouer à des jeux avec une difficulté trop élevée. En commençant avec des jeux aux règles touffues, aux points de règle pas toujours bien expliqués, un peu flou pour un débutant, vous risquez de vous prendre plus la tête sur le jeu que d'en profiter. Il existe vraiment des tas de jeux, des difficultés différentes, de thématiques diverses et de mécaniques variées, que vous trouverez forcément un jeu qui va vous plaire, à une difficulté qui vous conviendra. J'en ai parlé un petit peu dans mon parcours, mais j'ai fait l'erreur avec Horror Arkham JCE, le jeu de cartes évolutif, qui est un excellent jeu de cartes, un très bon jeu de société, mais trop tôt, et je n'avais pas le niveau. En fait, c'est un peu l'impression que j'ai qu'on risque de se griller des cartes, de se frustrer face à un jeu qui est très bon, juste parce qu'on n'a pas encore le niveau qu'on va acquérir petit à petit pour jouer à ces jeux. Aujourd'hui, à Arkham JCE, j'y joue avec plaisir. Heureusement que je me suis pas frustrée par rapport à ce jeu-là, parce qu'il est vraiment très bon. Donc au fur et à mesure que vous allez jouer à des jeux, beaucoup de choses vous sembleront plus simples, plus intuitives même, et cela va vous permettre d'aller plus loin dans les jeux. De toute façon, vous allez au bout d'un moment, je pense que pour la plupart d'entre nous, ça a été un peu le cas, à force de jouer à des jeux, vous trouvez des automatismes, et vous allez trouver que finalement les premiers jeux auxquels vous jouez étaient un peu trop simples, et vous allez chercher à avoir des jeux un peu plus difficiles, et il y a de quoi faire encore. Et d'ailleurs, comme vous allez progresser, comme vos attentes vont aussi progresser, le second point que je vous conseillerais, c'est de ne pas acheter des lots de jeux pour X ou Y raison. Il vaut mieux en choisir un ou deux et d'y jouer. Le plaisir d'achat ne doit vraiment pas passer avant le plaisir de jouer. L'un des vices les plus fréquents dans notre hobby, c'est l'achat compulsif de nouveaux jeux. Oh, celui-ci, il a des jolies illustrations. Ah, celui-ci me semble vraiment très original, il faudrait que j'y joue. J'ai entendu beaucoup bien de ce jeu. Il vient juste de sortir et tout le monde en parle déjà. Vous allez sans cesse vouloir acheter de nouveaux jeux, vouloir tout découvrir, être à la page de toutes les sorties. Vous risquez en plus d'exploser votre budget pour au final des jeux moyens, auxquels vous allez jouer que quelques fois. Mais un jeu, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un film, c'est un objet qui est conçu pour être utilisé plusieurs fois, joué et rejoué. Et vu le prix de certains, il vaut mieux que ce soit le cas, parce que sinon, ça serait quand même un petit peu cher la session de jeu. En achetant beaucoup de jeux, vous allez également avoir une pile de jeux non joués, souvent encore emballés, et qu'on appelle dans le milieu la pile de la honte. La pile de la honte, c'est un cercle vicieux, car le temps de jouer à certains jeux, les autres jeux ne vous plairont plus. Vous aurez envie de nouveaux, soit des plus récents, soit des jeux qu'on vous a recommandés,
Il y a des tas de raisons qui font que vous serez plus intéressé par un jeu que vous n'avez pas encore, plutôt qu'un jeu que vous avez sur votre étagère depuis 3, 6 mois, 1 an, et qui est toujours là, que vous avez vu, que vous avez l'habitude de voir, alors qu'au final vous n'y avez jamais joué. Alors, en général, ces achats de lot, on va les faire un peu sur un coup de tête, pendant des promos, des soldes, des ventes privées, des moments où on prend pas forcément le temps de se renseigner sur un jeu, puis on se dit, ah bah il est pas cher, je le prends, je reprends un autre, etc., etc. On m'en a vaguement parlé, ça m'intéresse. Bref, en général, il y a plein de raisons qui font que vous allez vouloir en acheter de nouveaux. À mon sens, pour réussir à être raisonnable, à se rationaliser, ça ne sert à rien vraiment d'acheter autant de jeux juste parce qu'ils sont moins chers. On va aussi avoir tendance à acheter 1 ou 2 jeux de plus pour avoir les frais de port offerts, mais au final, les frais de port sont souvent moins chers que le gros jeu qui ne sortira jamais de votre ludothèque, qui restera bien emballé, et qu'au bout d'un moment, vous allez peut-être vous dire, bah je vais le revendre. Déjà, vous allez perdre du temps à essayer de le vendre. Sûrement, vous allez le vendre du coup pas cher, parce que si vous l'aviez acheté en plus pas cher, bah, vous le revendrez encore moins cher. Donc au final, vous allez y perdre, et ça ne sert à rien. Tout simplement, ça ne sert à rien. Donc ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'il vaut mieux rester raisonnable, d'adapter nos achats en fonction du temps du jeu que nous disposons. À mon sens, c'est vraiment quelque chose de primordial. Il n'y a pas de chiffre de quel montant on veut dépenser, le nombre de jeux qu'on veut acheter. Ça dépend vraiment de chacun. Mais je pense que cette notion d'adapter les achats en fonction du temps de jeu que nous disposons, c'est la clé pour être raisonnable et ne pas acheter tout et n'importe quoi. Pour ma part, j'ai observé qu'au-delà de 2 nouveaux jeux par mois, cela ne me permettait plus vraiment de sortir régulièrement mes anciens jeux, que j'apprécie pourtant énormément, sinon je ne les garderai pas. Donc j'essaye vraiment de limiter à environ 24 jeux dans l'année, ce qui est déjà pas mal, hein. Ça représente quand même un bon budget. Si on prend une moyenne du prix d'un jeu à 40 €, on s'approche quand même des 1 000 € de budget par an. Donc c'est déjà quand même un budget vraiment important. Du coup, en plus de cette limite-là, je ne compte pas les extensions qui viennent agrémenter, compléter les jeux que je dispose déjà et que j'aime. Donc voilà, je pars du principe que si je gardais des jeux, c'est que je les aime bien. Si j'achète des extensions pour y rejouer, alors on ne parle pas d'un jeu qui va... d'une extension qui va non plus renouveler le jeu. Si à Once End, j'achète une extension, pour moi, c'est vraiment un nouveau jeu. Par contre, acheter une petite extension qui vient ajouter, par exemple pour Arkham, un nouveau scénario, pour moi c'est pas non plus un nouveau jeu, donc je compte vraiment dans les extensions. Du coup, si je retire ces extensions de l'équation, ma ludothèque à moi contient environ 30 à 40 jeux. Aujourd'hui, c'est un peu, voilà, c'est comme ça qu'elle tourne. Ça peut augmenter demain si j'augmente ma cadence de jeu, mais voilà, je constate que ça tourne quand même depuis plus d'1 an, même peut-être 2 ans, autour de ce nombre-là, donc ça semble être l'équilibre idéal pour ma ludothèque. Maintenant, si vous jouez tous les soirs, que vous êtes la seule personne de votre entourage à avoir des jeux, bah, peut-être que votre ludothèque va être de 200, 300 jeux, je n'en sais rien. C'est vraiment, voilà, je donne à titre indicatif, moi, le nombre de jeux que j'ai, mais à mon sens, encore une fois, le but pour être raisonnable, c'est d'adapter nos achats en fonction du temps de jeu qu'on peut allouer. D'ailleurs, par rapport à ça, on voit beaucoup d'influenceurs qui ont énormément de jeux, et pas que des influenceurs en réalité, hein. Je vois des fois quand on partage des photos, alors plus sur Facebook, dans les grands groupes, je vois vraiment des étagères pleines à craquer, des salles qui sont parfois entièrement dédiées au stockage de jeux, des tas de nouveautés plusieurs fois par semaine. Moi, personnellement, je ne me reconnais pas du tout là-dedans. Je pense que je joue déjà quand même beaucoup aux jeux de société, j'en connais beaucoup. J'ai l'occasion de jouer à des nouveaux jeux régulièrement. Donc je me considère quand même comme une joueuse de jeux de société régulière. Et pourtant, je ne me retrouve pas dans cette exposition-là d'effervescence. Pour moi, ma ludothèque parfaite, c'est celle qui est parfaitement dimensionnée. Quelques jeux d'ambiance apéro pour jouer avec le plus grand nombre, quelques jeux familiaux initiés pour jouer avec un peu plus de personnes, mais déjà avec une implication dans les jeux de société qui est plus importante. Quelques jeux experts qui sont d'ailleurs souvent jouables en solo, mais avec lesquels je vais également jouer avec Aurélie. Et je vais également avoir plusieurs jeux solo que j'apprécie, mais voilà, tout ça
à une taille mesurée, qui me permet de continuer à profiter de ces jeux, mais également d'avoir une rotation sur des nouveaux jeux. Je vais avoir mon noyau dur qui va être ma ludothèque, qui va plus trop changer. Bien sûr, avec les années, voilà, il y en a peut-être un qui va changer, etc. Mais d'avoir ces jeux-là, c'est vraiment les jeux que j'aime vraiment et que j'ai pas envie de me séparer. Et à côté de ça, je vais avoir des jeux un peu plus pour la découverte, que je vais tout autant apprécier, mais que j'aurais pas forcément envie de revenir dessus ou d'y rejouer. Donc ça va me permettre, sur ces derniers jeux, d'avoir une rotation, je vais les vendre, je vais m'en acheter des nouveaux. Ça me permet aussi de gérer un budget raisonnable. Par rapport aux immenses ludothèques qu'on peut voir sur les réseaux, le fait d'avoir une ludothèque à taille humaine, ça me permet aussi de voir directement l'ensemble de ma ludothèque et de pouvoir rejouer à mes jeux préférés. Je n'ai pas la sensation de ne pas savoir à quoi jouer. J'ai toujours quelque chose qui me donne envie. Et ça me fait un peu penser au parallèle qu'on fait parfois par rapport au dressing. Les personnes qui ont vraiment des très grands dressings, qui arrivent devant et qui font « Oh, je sais pas quoi me mettre aujourd'hui », alors qu'elles en ont plein craqué. Et j'ai un peu la sensation que c'est la même chose pour les jeux de société. On arrive devant notre ludothèque, il y en a tellement que... Bon, on sait pas à quoi jouer, quoi. Parce qu'aussi, quand on a énormément de jeux, il y en a forcément certains qui sont un peu moyens, et du coup, le fait de les voir, on n'a pas forcément envie d'y jouer. Alors que si on garde vraiment que la crème de la crème, les pépites auxquelles on aime jouer, qui sont différents un peu pour tout le monde, quand vous les voyez, vous avez envie de les sortir. Donc voilà, pour conclure rapidement cette partie-là, je dirais qu'au bout de 4 ans, j'en suis arrivée à la conclusion qu'avoir une ludothèque solide, avec de bons jeux qu'on peut sortir facilement, sans avoir besoin de relire les règles, parce qu'on n'a pas joué à 300 jeux entre-temps, et d'avoir quelques jeux qui tournent, c'est vraiment la meilleure configuration, la ludothèque parfaite. Alors maintenant qu'on a défini qu'une ludothèque doit être dimensionnée en fonction du temps de jeu qu'on alloue, comment est-ce qu'on peut augmenter son temps de jeu? Alors déjà, il y a le fait de jouer solo, mine de rien, ça nous permet de jouer à beaucoup plus de jeux, mais je dirais surtout qu'avoir une table dédiée, c'est vraiment primordial. C'est primordial, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, c'est un vrai plus. Certains jeux, notamment quand on arrive sur des jeux qui prennent un peu plus de temps, qui demandent beaucoup de réflexion, en général, il y a plus de matériel, et ces jeux-là prennent du coup plus de temps à être mis en place, à être rangés. Donc le fait de pouvoir le laisser sur une table, c'est vraiment du temps de gagner pour profiter du jeu. Je sais que certains considèrent cela comme faisant vraiment partie du jeu, mais moi pas du tout. Pour moi c'est une perte de temps de mettre en place et de ranger, donc j'essaye vraiment de faire en sorte qu'un jeu soit facile à sortir, à mettre en place et à ranger ensuite. Ça passe du coup beaucoup par des inserts, donc des rangements qu'on met dans la boîte de jeu, que ce soit acheté, il y en a qui sont en bois, il y en a qui sont en plastique, ou qu'on les fabrique soi-même. Il y a de la mousse, il y a du carton, on peut faire de l'origami, on peut faire de l'impression 3D, et il y a beaucoup de solutions qui sont possibles pour pouvoir améliorer le rangement de nos jeux. Et je trouve que ça donne beaucoup plus envie d'y jouer. Des fois, ça me freine de me dire que je dois mettre en place ce jeu, donc c'est dommage, c'est une occasion de jouer perdue, juste à cause de ça. Donc pour moi c'est quelque chose de vraiment important. Du coup sur les accessoires pour les jeux de société, je trouve qu'il y en a certains qui peuvent vraiment grandement augmenter notre plaisir de jeu. Comme certains peuvent prendre la poussière et ne pas servir à grand chose. Donc je vous conseillerais d'avoir au moins un tapis de jeu, donc il y en a des vraiment très bien. Si vous voulez des grands tapis de jeu, vous pouvez aussi regarder du côté des tapis de souris, c'est parfois beaucoup plus intéressant d'un point de vue financier, et vous avez la même qualité proposée. Regardez bien pour avoir quand même les mêmes caractéristiques, mais en général, si vous prenez des marques de tapis de souris, vous allez avoir la même qualité que les tapis de jeu qu'on a aujourd'hui. Je vous conseille également de sleeve les cartes que vous allez beaucoup mélanger. Alors il y a un grand débat chez les joueurs, sleeve ou passive, on va prendre le juste milieu, après vous ferez vos choix, mais voilà, de sleeve au moins je trouve les cartes qu'on mélange beaucoup, déjà parce que ça facilite les mélanges, donc ça fait en sorte que votre jeu soit mieux mélangé, plus équilibré, plus sympa, et ça va également du coup protéger les cartes d'une usure prématurée qui pourrait donner des informations sur les cartes que vous allez jouer. Alors oui, des fois l'usure elle arrive après 60 parties. Quand on a déjà fait 60 parties, bon, c'est déjà pas mal. Mais moi, j'ai des jeux qui n'ont pas 60 parties et qui commencent déjà à avoir quelques accros. Donc ouais, moi, je préfère
sleeve certains des jeux, les jeux préférés, et les jeux qui ont beaucoup de mélange. En général, je le fais. Je vous conseillerais également d'acheter quelques dés supplémentaires. Alors plutôt des petits, il y a différentes tailles, mais je vous conseille d'acheter des petits. Ça vous servira pour faire des marqueurs. Par exemple, si un ennemi a des points de vie, vous mettez un petit dé, il a 5 points de vie, vous mettez 5 sur le dé et vous le posez devant. Ça vous permettra vraiment de faire le compte des dégâts, et ça sert pour beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de jeux où remplacer les jetons qui sont prévus par un dé, c'est vraiment un gain pour notre plaisir de jeu. Une piste à dés, c'est également appréciable, en plus ça coûte pas forcément bien cher. Ça évite de bousculer les cartes, les jetons, les figurines qui sont sur le plateau. Voilà, vous avez 1 ou 2 pistes à dés en fonction du nombre de joueurs, et ça permet d'éviter de casser tout votre jeu lors des lancers de dés. En revanche, la tour à dés, je trouve que c'est complètement dispensable. Ça prend de la place. Au final, on perd un peu le plaisir de lancer. C'est pas non plus des compétitions. S'il y a un dé qui a pas bien roulé à un moment donné, je suis sûre que vous en survivrez. Au pire, vous demandez à la personne de le relancer. Pour moi, la tour à dés, c'est très cher, pas très utile. Et même au-delà, je trouve qu'on y perd en gain de jeu, parce qu'il n'y a pas le plaisir de lancer ces dés. De même pour les sacs à dos qui sont super chers, parfois plusieurs centaines d'euros, pour transporter vos jeux, je pense qu'il y a des solutions à tout par rapport à ça. À vélo, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais il y avait des sacs pour des instruments de musique qui correspondent aux bonnes dimensions des jeux de société. Donc à vélo, ça peut être une solution. Et pour tous les autres qui marchent, qui prennent la voiture ou les transports en commun, un simple sac de course peut suffire, vraiment. Moi, j'ai acheté du coup un sac de course pour les surgelés, parce que le sac de course classique, il se fermait pas, donc s'il pleuvait un peu, ça pouvait abîmer les jeux. Donc là, le sac surgelé, il se ferme, il y a une fermeture éclair, et il est un peu rembourré aussi sur les côtés, donc si vous le posez par terre, ça va pas abîmer vos jeux. Et de mémoire, je l'ai payé moins de 10 €, et vraiment c'est parfait. Du coup, j'en avais offert un à Aurélie. Vous pouvez en prendre 1 ou 2 en fonction du nombre de jeux que vous transportez en général. Et vous pouvez mettre quand même d'assez gros jeux dedans, et vous pouvez en mettre plusieurs petits. Moi, vraiment, je trouve ça parfait et pas cher. Pour pouvoir jouer davantage aussi, vous pouvez également changer de support en passant par Board Game Arena par exemple. Il y a aussi Tabletop Simulator et Tabletopia qui peuvent être intéressants. Moi, je connais surtout Board Game Arena, donc c'est celui que je vous parle aujourd'hui. On a énormément de jeux qui nous sont proposés, qui sont disponibles sur Board Game Arena. Donc c'est un site internet qui va nous permettre de jouer à beaucoup de jeux. Il y en a en plus des nouveaux très régulièrement. Ils sont tous entièrement gratuits, mais pour certains, il faudra attendre qu'un membre premium, donc quelqu'un qui a payé, en plus c'est pas non plus très cher, je crois que c'est 30 € à l'année. Donc une personne qui soit premium et créer une partie pour que vous puissiez la rejoindre. Voilà. Si vous n'avez pas payé, vous ne pouvez pas créer des parties sur certains jeux, mais vous pouvez toujours en rejoindre. Et du coup, je trouve que ce site il est vraiment très bien fait. Et bien que ce soit pas toujours très ergonomique en suivant les jeux, Board Game Arena a quand même le grand mérite de nous permettre de jouer à beaucoup de jeux, afin d'apprendre les règles, de voir quelques tours, ça pourrait nous plaire, mais aussi de jouer à distance avec d'autres personnes facilement. En ce moment, moi par exemple, je joue beaucoup à Projet Gaia, que je trouve excellent à plusieurs, mais que je ne jouerai pas forcément chez moi. J'ai d'ailleurs revendu ma boîte de jeux, parce que vraiment je n'y jouais pas. En solo ça ne m'intéressait pas, et à plusieurs j'avais pas forcément des gens avec qui jouer. Pour le solo sur Board Game Arena, je suis un peu plus mitigée. Je trouve que sans le plaisir à manipuler, il reste plus grand chose au solo par rapport à un jeu vidéo. Donc je trouve que ça perd un peu de son intérêt, de son sens. Et en parlant de jouer à plusieurs, j'en arrive un peu au dernier point, qui est certainement le plus important. Celui de partager ses parties, ses découvertes, ses réflexions. Je trouve qu'il n'y a vraiment rien de mieux entre passionnés de jeux de société. J'ai découvert ainsi d'excellents jeux de société, j'ai été convaincue de jouer à Spirit Island, alors qu'au départ, j'avais pas l'impression que ça allait vraiment me plaire, mais que je mets désormais dans mon top jeu. Je joue aussi à Projet Gaia, à Hit à distance, et en échangeant en vocal. Je conseille, je suis conseillée, bref, ma passion ne serait pas la même vraiment sans le partage. Alors je ne peux que vous recommander à vous aussi de vous impliquer dans une communauté.
Et d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous sommes nombreux sur le Discord Comptoir des joueurs, qui est un comptoir du coup communautaire. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre. Vous allez découvrir des gens très sympathiques et certains qui ont vraiment beaucoup d'expérience en jeu de société et qui sauront vous conseiller et également apporter un regard aussi critique sur certains jeux. Un regard nouveau que vous n'avez peut-être pas encore. Vous pourrez également retrouver certains de vos youtubeurs favoris comme Zogma, Wawa, Seb, Gailou et Chico et Dungeon Attack qui sont également présents sur le Discord. Alors bien sûr là j'ai parlé de la partie dématérialisée, mais vous allez sûrement trouver des associations, des boutiques qui vous proposent des soirées jeux. Moi c'est ce que du coup j'avais fait avec Magic à l'époque, il y avait des tournois qui étaient organisés. Aujourd'hui j'habite plus loin, mais c'était vraiment une ambiance très sympathique. Donc je ne peux que vous conseiller de regarder autour de vous pour profiter de cette ambiance. En dernier petit point bonus que je ne savais pas trop où caler, je voulais quand même évoquer les print and play. Pour moi c'est un peu une fausse bonne idée, c'est même au final plutôt à éviter. Je trouve que déjà ça prend beaucoup de temps à les imprimer, les plastifier, trouver une boîte, les pimper un peu pour que ce soit quand même un peu sympathique à jouer. Pour au final avoir un rendu correct, mais avec beaucoup de défauts, parce que c'est sûr que ce sera pas parfait, et auquel on ne jouera pas ou peu. Donc on a déjà beaucoup de jeux qui nous sont proposés. Je dis que les print and play sont à éviter, maintenant je mets quand même une exception pour tout ce qui va être prototype, qui sont vraiment une catégorie à part, et également il y a certains jeux qui sont très bons, mais qui ne sont pas encore proposés en version physique. Donc dans ces cas-là, si vraiment le jeu intéresse, pourquoi pas. Mais voilà, sachez que c'est quand même beaucoup moins plaisant de jouer avec du print and play qu'avec du matériel quelque part professionnel. Sur ce, je pense que la vidéo touche à sa fin, que nous avons fait le tour des différents points que je pouvais vous parler aujourd'hui, de mon retour d'expérience. J'espère que cela vous a plu et je suis très curieuse d'avoir vos retours en commentaire. Je profite de cette vidéo pour vous remercier pour votre soutien, que ce soit en regardant nos vidéos, en vous abonnant à la chaîne, ou même en passant par notre lien affilié, vous êtes plusieurs à l'avoir fait. Donc merci beaucoup, parce que ça nous permet aussi de nous acheter des nouveaux jeux sans que ça nous coûte trop cher, et à vous ça ne vous coûte rien du tout. Donc vraiment merci, merci pour ce soutien. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir partager nos expériences avec vous, nos découvertes avec vous, alors merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et en attendant, amusez-vous bien.